Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée et il était temps parce que j'ai 6 lectures en cours, les vacances sont passées par là, donc vous imaginez bien que j'ai lu. Les vacances ne sont pas terminées, je vais lire encore. Tous les bouquins que je vais vous présenter dans cette vidéo, je peux aisément vous les conseiller parce que je les ai tous aimés. Alors vous allez voir, parfois il y a des petites choses qui m'ont un peu titillé, mais vraiment ce sont des bouquins que j'ai aimés. Et pour une fois, je n'ai pas de flop, donc c'est une grande première pour moi. Je vais commencer par un livre un petit peu différent des autres, excusez-moi, un petit peu différent des autres, puisque ce n'est pas un roman, mais c'est un documentaire, un livre d'histoire. Je vais commencer par celui-ci. Donc il s'agit de La filière de Philippe Sands, et c'est publié chez Albin Michel. C'est un livre qui fait 500 pages. Alors, 500 pages, il y a 100 pages de notes. Je le dis pour ceux à qui ça fait peur, donc il fait véritablement 400 pages. Si vous vous intéressez à l'histoire, et notamment à la Seconde Guerre mondiale, c'est un très très bon livre documentaire. Philippe Sands, il est franco-britannique, c'est un juriste international, et il s'est beaucoup penché sur la question de ce que sont devenus les nazis après la Seconde Guerre mondiale, donc après la défaite. Vous savez que les nazis, de nombreux nazis ont été pendus, rattrapés, pendus, exécutés, d'autres se sont enfuis via la filière de l'Amérique latine. Et Philippe Sands, ici, va s'intéresser à cet homme, donc cet officier que l'on peut voir sur la couverture du livre, qui s'appelle Otto Wächter, qui est un nazi autrichien, d'origine autrichienne. Alors le livre est découpé en 4 grandes parties. On va commencer par l'enfance, l'adolescence, les premières années en tant que jeune adulte de Otto Wächter, et ensuite on va le suivre tout au long de sa carrière entre guillemets de nazi. Otto Wächter, c'est qui? C'est un garçon qui naît dans une famille, je dirais pas aisée, mais une famille où tout va bien. Il naît en Autriche et puis il va devenir avocat. Il va être assez brillant dans son domaine. Et lorsque les premiers événements commencent à se passer, on est au début des années 30, il va tout de suite adhérer au principe des jeunesses fascistes. Il va tout de suite adhérer, donc c'est un antisémite. Il va rencontrer sa femme que l'on voit ici qui s'appelle Charlotte, à laquelle il va se lier assez rapidement. Ils auront 6 enfants ensemble. Et rapidement, Otto, parce que c'est un homme, je pense, qui à la base était quand même brillant, qui avait une intelligence brillante, va grimper comme ça tous les échelons du nazisme. Il va commencer par occuper des petits postes et puis vraiment il va grimper tous les échelons, et il va s'illustrer notamment parce que il va occuper excusez-moi, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Il va après l'Anschluss, donc en fait c'est l'Allemagne qui va prendre possession de la Pologne. Otto Wächter va s'occuper d'un petit coin de la Pologne qui s'appelle la Galicie. Et en fait, il va avoir la tâche de faire dégager sous tous les moyens possibles les Juifs. À la fin de son mandat dans cette région de Galicie, il restera 3% de juifs dans cette région, et on le félicitera en lui disant que vraiment il a fait un très bon travail puisqu'il n'y a plus de juifs du tout dans la région. Donc, ces juifs, qu'en a-t-il fait? Dans le meilleur des cas, il les a expulsés de leur logement, donné les logements à des Allemands, des Autrichiens, ariens. Donc ça c'est dans le meilleur des cas. Ces juifs sont allés se réfugier, alors ont pu se réfugier par exemple aux États-Unis, ont pu aller passer dans d'autres pays européens. Dans le pire des cas, ils ont été exécutés, ils ont été assassinés, avec la solution finale qui a été mise en place par Hitler. On est dans de l'historique, donc ne vous attendez pas à lire quelque chose sous forme de roman. On est vraiment dans des faits directs, objectifs. L'auteur a fait un travail incroyable, il a bossé 8 ans pour amasser toutes les informations. Parce que Otto Wächter, après la défaite de 1945, va s'enfuir. Il va d'abord s'enfuir dans les montagnes du Tyrol notamment. Et puis on retrouve sa trace en 1949 à Rome, parce qu'en fait il va tenter de s'enfuir en Amérique du Sud. Les nazis transitaient par Rome
Et en fait, il va mourir dans d'étranges circonstances. Il va mourir assez subitement. Est-ce qu'il meurt d'une maladie? Est-ce qu'il meurt parce qu'il a été assassiné, notamment empoisonné? Voilà, c'est ce à quoi s'attache l'auteur dans ce bouquin. Ce qui était intéressant, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des chapitres qui alternent entre la vie de Otto Wächter, de sa femme, en Allemagne, comment ça se passe à cette époque-là avec les juifs. Et puis il y a des chapitres qui sont un peu plus récents, où Philippe Sands en fait nous raconte comment est-ce qu'il a fait pour enquêter sur ce personnage, sur cet homme. Donc des chapitres qui vont se dérouler dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et il va rencontrer notamment le fils d'Otto Wächter, que l'on voit ici, petit garçon, qui s'appelle Horst. Et c'est assez compliqué parce que ce petit garçon, alors je pense pas qu'il soit décédé maintenant cet homme, mais il accepte de répondre aux questions de Philippe Sands au sujet de son père et de sa mère. Il a énormément de documents, sa mère écrivait beaucoup, elle avait une sorte de journal intime qu'elle confie à Philippe Sands. Mais en même temps, ce petit garçon, il sait que son père était un haut dignitaire nazi, mais il veut pas reconnaître au fond de lui que son père a fait des crimes de masse. C'est très difficile pour lui de le reconnaître. Il se retranche un peu derrière des illusions qu'il avait lorsqu'il était petit garçon ou adolescent. Et il veut pas reconnaître que son père a commis tous ces crimes. C'est vraiment... c'est passionnant. Encore une fois, si vous vous intéressez à cette partie de l'histoire, c'est très bien documenté et je ne peux que vous recommander ce livre qui ferait, selon moi, un parfait cadeau de Noël pour quelqu'un qui s'intéresserait à la question. Donc c'est La Filière. On va passer cette fois-ci au roman. Alors vous allez voir, je vais vous présenter... Je vais commencer par du contemporain et après j'ai que du thriller roman noir. Donc je commence par le contemporain. Je vais vous parler de Swing Time de Zadie Smith qui s'est publié chez Folio. C'était le dernier livre que j'avais à lire pour le trophée Folio trophée Folio L, voilà. On a voté, on avait jusqu'au 25 octobre pour voter, j'ai voté et on attend les résultats qui seront, je crois, le 4 décembre. Alors, de quoi ça parle ce roman? On va suivre, donc on est au départ dans les années 80, on va suivre deux fillettes, une qui s'appelle Tracy, une autre, c'est la narratrice dont on ne connaîtra pas le nom. Elles ont quelque chose en commun, ces fillettes, c'est qu'elles viennent de milieux populaires à Londres, elles vivent vraiment dans une banlieue populaire. Et elles sont toutes les deux métisses. La narratrice, sa mère est noire, son père est blanc, alors que Tracy c'est l'inverse, sa mère est blanche, son père est noir. Alors la narratrice, ses parents sont assez soudés. Alors son père a une petite est facteur, je crois qu'il a, oui, il est facteur. Sa mère par contre ne travaille pas mais elle a de grandes ambitions et elle continue d'étudier. D'ailleurs elle deviendra une femme politique assez importante au sein de Londres. Tracy, c'est sa mère, est presque, on pourrait presque l'appeler une mère célibataire puisque le père n'est pas là. Tracy s'invente vraiment des histoires sur son père, elle raconte à la narratrice que son père, s'il n'est jamais là, c'est qu'il est danseur pour Michael Jackson. Alors qu'en fait son père est en prison, c'est un petit délinquant. Et Tracy, elle va réussir à s'en sortir plus ou moins grâce à la danse parce qu'elle est très douée. Et elle va vraiment s'en sortir grâce à cet art. La narratrice, elle va chercher d'abord à se détacher de sa mère. Sa mère, c'est une femme qui est forte, une femme qui est visionnaire, qui voit vraiment les questions de culture, de mixité au cœur de la politique. Elle va reprendre ses études de droit et en fait la narratrice veut absolument se détacher de ça. Donc ça c'est les années 80-90 jusqu'à temps que les deux filles soient jeunes adultes. On va suivre leur amitié et les chapitres alternent avec donc la narratrice qui va devenir en fait l'attachée, c'est pas une attachée de presse, c'est une assistante personnelle d'une très grande pop star qui s'appelle Aimée. Et cette pop star m'a fait absolument penser à Madonna. Il y a beaucoup, je pense, de références à Madonna dans ce bouquin. Et je pense que quand l'auteur a écrit ce livre, elle a pensé à Madonna. Et en fait, la narratrice, quand on est assistante personnelle d'une star comme ça, on met complètement sa vie entre parenthèses. Et donc on va suivre à la fois les chapitres lorsque la narratrice était gamine, avec Tracy, et lorsqu'elle est l'assistante personnelle d'Aimée. Elle vit à la fois une existence extraordinaire parce qu'elle n'a pas de souci d'argent. Elle habite avec Aimée dans de magnifiques maisons, que ce soit à Londres, que ce soit à New York ou à Los Angeles. Elle va suivre cette pop star dans tous ses concerts.
Elles vont aller, à un moment donné, elles vont, je crois que c'est au Togo, pour bâtir une maison, pas une maison, une école pour les filles. Donc elle va vraiment vivre une aventure humaine extraordinaire. C'est un bouquin qui parle également, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, de qu'est-ce qu'être noir, la question de la couleur, mais surtout qu'est-ce qu'être métisse, parce qu'en fait les deux filles, que ce soit Tracy ou la narratrice, sont métisses toutes les deux, donc en fait elles ne sont ni noires ni blanches, et comment on fait pour trouver son identité quand on a cette couleur de peau, surtout dans ces années 80-90, parce que pour les noirs on est vu comme une blanche, pour les blancs on est vu comme une noire, donc c'est pas évident de se situer, son identité en fait face au regard des gens. Et d'ailleurs la narratrice elle va explorer différentes directions, puisqu'elle va se plonger à cœur perdu et à corps perdu dans cette école pour filles au Togo. Elle va faire sans arrêt des allers-retours au Togo. Alors au départ c'est vraiment pour suivre l'avancée des travaux, puis en fait on se rend compte au fur et à mesure que ce qui l'intéresse, c'est qu'elle a envie de chercher son âme noire. Sa mère vient de la Jamaïque et elle a envie de retrouver un peu ses ancêtres, d'où elle vient, ses origines, et que ça la travaille, ça la creuse. Et finalement c'est une question qui est très très importante pour elle. Alors que Tracy, qui elle est issue aussi d'un mariage mixte, ça la travaille pas du tout, donc selon les individus c'est complètement différent. C'est vraiment un beau livre. Après l'intrigue est pas folle, parce que voilà, moi je vous ai résumé sur l'amitié des deux filles et sur le fait que la narratrice était l'assistante de Aimée. Voilà, ça se lit vraiment très bien, c'est hyper fluide. Alors j'ai eu un peu de mal en fait au début à rentrer dedans. C'est vrai qu'il faut passer allez, les 100 premières pages, non les 50 premières pages, il faut un peu les passer, et une fois qu'on a passé ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant du point de vue de l'identité, qu'est-ce qu'être métisse, de la quête des origines. C'est vraiment très très intéressant. Et vraiment je vous le conseille parce que moi j'ai découvert la plume de Zadie Smith, elle écrit extrêmement bien. C'est une auteure qui elle-même, excusez-moi, décidément, est issue d'un mariage mixte, parce sa mère est jamaïcaine et son père est anglais, elle vit à Londres. Et je pense que c'est vraiment une question qu'elle connaît bien, et qui la travaille elle-même en tant que femme, en tant qu'autrice. Donc allez-y, foncez, c'était vraiment très très intéressant. Je vais passer cette fois-ci au roman plus sombre. Alors, je vais commencer avec un roman policier, roman noir. Avec Sa mort à l'agenda, je n'arrive pas à dire ce mot, c'est une horreur. Agenda, prononce bien, agenda, ouais super. Donc de Anna et Sergei Litvinov, et c'est chez Masha Publishing. Donc c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'édition d'auteurs russes, peut-être Europe de l'Est, mais en tout cas russe, c'est sûr. Alors ici, ce bouquin, je vous le conseille absolument si vous êtes de grands fans d'Agatha Christie, et notamment des huis clos, puisqu'on est à fond dans un huis clos. On va suivre 3 frères et sœurs, donc c'est Denis, Margarita et je sais plus la troisième qui s'appelle, ah ça m'énerve quand j'ai un trou de mémoire comme ça, Natacha, voilà merci. Ils sont frères et sœurs, chacun, alors Margarita vit à Londres, alors ils sont russes, Margarita vit à Londres, elle s'est mariée avec un anglais. Denis est en Russie, lui il est dans les affaires de BTP, et Natacha a perdu son boulot en Russie, et donc elle a trouvé un petit travail, parce qu'elle est très sportive, elle a trouvé un travail aux Seychelles, où elle donne des cours de tennis. Et donc ça commence comme ça. Les frères et sœurs vont recevoir une lettre un jour où on leur dit que leur père, Boris Konitchev, vient de mourir précipitamment, et donc il faut rentrer en Russie pour les obsèques. Donc les frères et sœurs se précipitent, ils assistent aux obsèques, et le notaire, enfin oui c'est le notaire, qui est un très très vieux monsieur, se rend dans la maison le soir pour dépouiller, pour ouvrir le testament de Boris Konitchev. Or, surprise, les 3 enfants sont déshérités au profit de la belle-mère, qui s'appelle Tamara, qui était beaucoup plus jeune que Boris, qui était très belle. Donc vous pensez bien que les 3 frères et sœurs
lui en veulent beaucoup, ou en tout cas sont vraiment... ils sont vraiment pas contents. Et il se passe que le soir, ils sont obligés de rester dans la maison pour dormir, bon, pour différentes raisons. Et le lendemain matin, oh surprise, Tamara est retrouvée morte dans son lit, assassinée à coups de couteau. Donc qui a commis le crime? Voilà, ça commence comme ça. Donc on est vraiment dans une intrigue policière hyper classique. N'allez pas chercher un retournement de folie, ou n'allez pas vous dire il va y avoir un twist final incroyable. Non, pareil, n'allez pas chercher du suspense, puisque en fait il va y avoir un personnage qui s'appelle Kodasevich, qui est un ancien agent du KGB et qui va mener l'enquête, qui se trouve là sur place pour une raison X, et qui va donc interroger chaque personnage qui était présent lors de la soirée et lors de la nuit où Tamara a été tuée. On est dans un huis clos, donc dans une très belle demeure, donc c'est très classique. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait vraiment penser à Agatha Christie. Kodasevich, donc l'agent du KGB, m'a fait penser à Hercule Poirot, voilà, un peu dans sa méthode de faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça se passe en Russie, donc on est avec des personnages russes. Et moi je ne connais pas très bien en fait les traditions russes ou même la littérature russe en général, et je trouve que c'était hyper sympa. Ils ont une façon de s'appeler qui est différente de la nôtre. Juste même la manière de faire les obsèques, le testament, la manière de dîner, de déjeuner. Je trouve que c'était super intéressant de ce point de vue-là. Les auteurs, ils ont aussi un regard assez critique sur la situation en Russie, puisqu'ils n'hésitent pas à critiquer au passage la politique, la corruption, les flics qui sont corrompus à mort. Ça, c'était très intéressant. Et encore une fois, si vous aimez les choses classiques, romans policiers classiques et huis clos, il est parfait parce que j'ai trouvé vraiment que c'était bien écrit. On est tout de suite dans l'action. Bon, il n'y a pas non plus une très grosse surprise à la fin. Moi, j'avais un petit peu senti les choses, mais je vous le recommande si vous êtes adepte des huis clos. Ça monte en intensité, avec l'histoire de la Reine des Putes de Frédéric Andréi, et c'est chez Albin Michel. Alors, ce livre-là, c'est un roman que je vais qualifier qui est à la croisée du thriller, du roman d'enquête, du roman policier, du roman écologique. Il concentre tout ça. On va suivre, alors on est en 2018 à Sausalito, en Californie. Sausalito, c'est dans la banlieue de la Californie, et c'est un endroit assez spécial. Il y a un lac sur lequel il y a des maisons qu'on peut habiter, ce sont des maisons qui flottent. Je suis allée voir sur internet à quoi ça ressemble, ça existe bel et bien, et je vous invite à aller voir de vous-même, ce sera quand même plus parlant. Et on va suivre le personnage qui s'appelle Nicolas, qui est charpentier de son état. Alors en fait au départ il est journaliste d'investigation, il a laissé tomber son travail de journaliste pour se reconvertir et il est devenu charpentier. Et il doit un matin aller travailler sur un chantier, donc sur une des maisons. Et c'est une maison qui d'habitude est louée en Airbnb. Et lorsqu'il s'approche de cette maison, qu'il commence à traficoter, il s'aperçoit qu'il y a une énorme tache de sang. Donc il se pose des questions. Est-ce qu'un animal se serait coincé sous la maison flottante et aurait perdu du sang? Bon, il se dit quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de sang pour que ce soit un animal. Et puis quelques jours plus tard, on retrouve pas loin d'une des plages où s'exercent les surfeurs, le corps d'un surfeur qui s'appelle David, je sais plus. C'est fou parce que j'oublie les noms. David, je sais plus quoi. Bon, bref, qui est retrouvé mort. Et donc, Nicolas Denac va en reprendre sa deuxième casquette de journaliste d'investigation, puisque vous pensez bien qu'il fait le rapprochement entre la tache de sang retrouvée sous son chantier et le corps de ce surfeur qui a été retrouvé mort, qui a priori était un surfeur aguerri, un homme qui savait parfaitement nager. Il voit pas pourquoi il y aurait eu une raison, pourquoi est-ce qu'il serait mort. Parallèlement à ça, on va suivre un personnage qui s'appelle Brooke. Brooke, c'est ça, et ouais, c'est ça, qui s'appelle Brooke et qui va fuir sa toute petite ville complètement paumée au cœur des États-Unis. Parce que elle s'y ennuie et surtout il lui arrive un truc, c'est qu'elle tombe enceinte et
elle va suivre elle va suivre son... En fait, elle tombe enceinte d'un type qui, un jour, il y a un groupe de rock qui passe, elle tombe enceinte de ce type-là. Elle va suivre, en fait, elle va tout quitter pour se mettre avec ce type. Elle va se dire, je vais aller trouver ses parents, je vais leur dire que je suis enceinte de leur fils et ils vont être bien obligés de m'accueillir. C'est pas vraiment ce qui se passe. Elle retrouve les parents, qui sont des évangélistes, bien tarés, en Californie. Alors, exactement dans la vallée, dans une des vallées de Californie où on cultive de manière intensive les fruits et les légumes, et c'est une des vallées les plus polluées des États-Unis. Ça va pas vraiment se passer comme elle le voulait pour elle. Donc on va suivre en alternance l'enquête de Nicolas, la vie de Brooke, enceinte avec cet enfant qu'elle ne désire pas, qu'elle ne veut pas. Les chapitres qui sont consacrés à Brooke sont hyper glauques, c'est lourd, très très lourd. Il y a une ou deux, ouais, il y a deux scènes où ouais, je me suis dit ouais quand même là l'auteur il va loin. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné ça va se rejoindre. Tout ça sur fond de gaz de schiste, puisqu'on a des prospecteurs qui travaillent pour des grands groupes pétroliers qui cherchent du gaz de schiste. Donc le gaz de schiste, c'est une façon très décriée aux États-Unis et même en France hein, de trouver en fait du gaz qui est enfoui profondément dans la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait on creuse un trou, on envoie de l'eau à forte pression pour faire jaillir du pétrole en gros. Et le problème qui se passe en Californie, c'est que ça crée des tremblements de terre. Et je vous rappelle que la Californie est quand même située sur la faille de San Andreas. Donc c'est une... San Francisco par exemple, c'est une ville qui est amenée à être détruite, à être rayée de la carte un jour ou l'autre. Donc c'est une fable écologique, c'est un thriller, c'est une enquête par Nicolas. C'est plein de choses à la fois. C'est peut-être ça. Alors j'ai beaucoup aimé, hein. Franchement ça se lit nickel. Je l'ai lu avec Céline, on l'a dévoré, il fait à peine 400 pages. On a dévoré ce bouquin, on a adoré. On a trouvé que l'écriture était très fluide. Par contre ce qui nous a gêné, elle comme moi, c'est qu'en fait ça part dans trop de directions. Fable écologique, thriller. Donc du coup l'auteur, on a eu l'impression qu'il n'avait pas eu le temps de creuser toutes les pistes. Il commence à esquisser certaines choses et en fait parfois c'est pas très bien abouti et c'est vrai qu'il nous a manqué quelques éléments pour que ce soit vraiment une très très bonne un coup de cœur. C'est dommage parce que c'est vraiment passé à pas loin. Quant au mystère de ce titre, faut le lire pour savoir. Voilà, l'histoire de la Reine des Putes. Encore une fois, je vous le conseille parce que c'est un très bon livre. Il m'a manqué un petit chouïa d'approfondissement, mais très bonne lecture et vous ne serez pas déçus. Non, j'avance. Alors là, j'hésite. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Ouais, je vais vous présenter on va rester aux États-Unis. De toute façon, les 3 derniers, ça se passe aux États-Unis. Dans du bien glauque, encore une fois. Je vous présente Les Lumières de l'Aube de Jax Miller et cette fois-ci, c'est publié chez Plomb. Alors, ce bouquin, c'est pas non plus un roman. C'est une enquête menée par Jax Miller. Jax Miller, c'est une autrice américaine. Et ici, elle s'est penchée sur une enquête. Alors, on est aux États-Unis, on est en 1999, le 30 décembre, en Oklahoma. Dans un bled, mais il n'y a pas plus paumé que ça. On va suivre la famille Freeman qui s'apprête à fêter les 16 ans d'Ashley. Donc il y a le père, la mère, Ashley et la meilleure amie d'Ashley qui s'appelle Laura. On est le 30 décembre, on va fêter les 16 ans d'Ashley. Ils sont dans leur mobil-home. Et puis on est le lendemain, le mobil-home est parti en fumée. On retrouve le père, la mère brûlés, carbonisés. Mais on ne retrouve ni les corps d'Ashley, ni le corps de Laura. Que sont devenues les deux filles? Ça part très mal, dès le début dans ce bouquin, parce que la police ne fait pas du tout son travail correctement. Donc les pompiers arrivent les premiers, ils éteignent le feu, la police arrive. La scène de crime est complètement polluée, souillée. Certaines choses sont ramassées par des passants, par des badauds qui viennent voir le spectacle, entre guillemets. Très vite, la mère de Laura
va dire mais les corps des filles ne sont pas retrouvés, il faut lancer un truc d'alerte là pour les retrouver, un signal d'alerte pour les retrouver. Ce n'est pas fait, c'est pas fait tout de suite, c'est oublié soi-disant. Au fur et à mesure, Jax Miller elle va se rendre compte que des tas de papiers vont être égarés dans différents déménagements entre les différentes... Alors c'est pas des commissariats là-bas, mais les différents districts de police. Bref, c'est un chaos total et c'est surtout un échec total de la part de la police. Et Jax Miller va s'emparer de ce fait divers en fait qui n'a pas beaucoup résonné aux États-Unis pour essayer de faire le jour sur ce que sont devenues ces filles qui n'ont jamais été retrouvées. Hein. Le corps des filles, alors on sait qu'elles sont mortes aujourd'hui, 99,9% de chances qu'elles soient mortes, pardon, mais on n'a jamais retrouvé les corps. Grâce à des interviews patientes de gens qui étaient là ces jours-là, de la police, de personnes qui sont allées à la retraite, surtout de la mère de Laura qui s'accroche, qui mène toujours des recherches, Jax Miller va aller vraiment au cœur des choses, elle va explorer plein d'hypothèses, plein de pistes. Et elle nous dresse un panorama des États-Unis, mais dans cette région, mais ça fait froid dans le dos, c'est d'un glauque. En fait, c'est une région qui a été désertée quand les mines ont fermé, plus de boulot, plus pour personne. C'est vraiment, il faut vous imaginer des villes fantômes où il y a juste la route 66 qui passe et il n'y a rien d'autre. C'est vraiment déserté, c'est pollué, on ne peut même pas imaginer. Par contre, il y a un business qui marche bien là-bas, c'est le trafic de meth, donc une drogue de synthèse. Et c'est sur fond de trafic de meth avec des gens qui prennent de la meth du matin au soir, qui ont leur cerveau mais complètement ravagé par cette drogue, complètement destructrice. C'est voyage au bout de l'enfer, quoi. C'est terrible. Jax Miller, elle met même plusieurs fois sa vie en danger parce que elle va rencontrer des gens qui sont vraiment pas recommandables, des mecs qui n'hésitent pas à vous buter pour un oui, pour un non. Et elle imagine que Laura et Ashley, leurs derniers moments ont été terribles. Et c'est affreux de se dire que ces filles, elles ont dû vivre l'enfer avant de mourir. Que leur mère, enfin la mère de Laura qui reste en vie, tout ce qu'elle veut, elle s'est retrouvée des corps ou un endroit pour pouvoir se recueillir sur la tombe des filles. C'est un documentaire, mais on peut le lire comme un thriller, c'est glaçant. C'est glauque et encore une fois je vous le recommande parce que c'était vraiment très 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 chouette. Et je termine avec un bouquin qui m'a énormément marqué. Alors j'ai vu que les sentiments sont assez mitigés sur ce livre, mais moi je vous le recommande vraiment parce que c'est un bouquin qui restera longtemps en moi et qui résonnera longtemps en moi. Il s'agit de Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell et c'est chez Les Escales. On est encore aux États-Unis. Alors, en Nouvelle-Angleterre, on va suivre, donc on est dans les années 2000, on va suivre donc la narratrice qui s'appelle Vanessa. À l'époque, elle a 16 ans. Elle décide d'aller faire l'équivalent de la 3e dans un lycée privé, parce qu'elle a les capacités de le faire. Donc, ses parents la mettent dans ce lycée privé, qui dit lycée privé dit pensionnat. Vanessa se retrouve un peu seule. Alors au départ c'est comme une gamine qui est un petit peu à part, elle est un peu seule dans son coin, c'est une gamine assez réservée, qui aime écrire. Et puis elle va tomber sous la coupe de son professeur de littérature, qui s'appelle... comment il s'appelle? Jacob Strain, voilà. Jacob Strain, qui est professeur de littérature. Et qui va bien la manipuler pour faire de Vanessa sa Lolita. Donc, si vous avez en tête Lolita de Nabokov, la relation d'un homme d'un certain âge avec une toute jeune fille, on va avoir la même relation entre Vanessa et Jacob. Ça commence de manière très insidieuse, avec Jacob qui repère cette fille, qui est un petit peu isolée des autres, qui n'a pas vraiment d'amis, et il va lui faire des compliments, et puis il va lui mettre la main sur le genou, et puis il va lui dire que c'est la plus belle, et puis il va l'inviter chez elle, et puis il va coucher avec, et puis elle va devenir son amante. Et puis pour Vanessa, tout ça est naturel, pour elle c'est son petit ami. Sauf qu'en fait, quand on a 15 ans, on ne couche pas avec un mec de 45 ans. Surtout que c'est un manipulateur, un narcissique. Il lui met une très grosse pression. On glisse, en fait ça commence comme une amourette. L'amourette qu'on peut avoir tous, on aime bien un prof, on aime bien une prof.
ça va plus loin. Sauf que là, ça va glisser de plus en plus dans le glauque. Et ce qui est impressionnant avec ce bouquin, c'est que Vanessa ne se rend compte de rien et que personne surtout ne se rend compte de rien autour d'elle. Et ce qui est encore pire, c'est que quand le poteau rose est dévoilé, puisqu'à un moment donné la vérité éclate, c'est Vanessa qui est montrée du doigt. C'est Vanessa qui est punie. C'est Vanessa qui doit partir du lycée. C'est Vanessa dont la vie est détruite. Et on alterne avec des chapitres qui se passent plus tard, en 2017, lorsque Vanessa est adulte. Elle a une trentaine d'années. Et en fait, on voit que sa vie est complètement détruite. Elle travaille comme réceptionniste dans un hôtel. Elle travaille la nuit, elle a choisi de travailler la nuit. Quand elle rentre, c'est pour picoler, pour fumer, pour s'endormir. Elle ne peut que s'endormir en fumant des pétards, sinon elle n'y arrive pas, pour se détendre. Elle ramène des mecs qui lui font penser toujours à Jacob, parce que ce sont des mecs qui sont souvent beaucoup plus âgés qu'elle. Et en fait, elle a des relations complètement pourries avec les hommes, complètement pourries avec ses parents. Et sa vie est complètement foutue en l'air, parce qu'en fait, elle reste bloquée à ses 15 ans, 16 ans, lorsqu'elle a eu cette relation avec un pédophile. En fait, voilà, c'est carrément un pédophile. Et elle n'arrive pas à passer outre. Et un jour, une jeune fille qui s'appelle... je me rappelle plus comment elle s'appelle... Taylor, elle s'appelle Taylor dans mes souvenirs, va la contacter en lui disant qu'elle aussi a été abusée par Vanessa. Et au départ, Vanessa ne veut pas témoigner en faveur de Taylor. Elle lui dit « Mais non, moi j'ai pas été abusée, moi c'était autre chose, moi c'était une histoire d'amour. » Et Taylor va lui faire peu à peu ouvrir les yeux sur l'horreur finalement qu'elle a subie. C'est vraiment un bouquin qui retourne, qui remue, enfin moi ça m'a remué vraiment les tripes, parce que vous le savez ou vous le savez pas, mais moi je suis professeure et je me dis toujours, je me dis toujours, est-ce que ça pourrait arriver à certains de mes élèves, alors pas forcément avec leur prof, mais avec un adulte extérieur, un adulte de la famille. Et ça, on le voit pas, on le détecte pas. Et c'est vraiment le truc qui me fait le plus frissonner en tant qu'adulte et qui plus est professeur, me dire j'ai peut-être un élève qui se fait abuser ou qui croit vivre une histoire d'amour avec un adulte et qu'en fait il sait pas que ça s'appelle de la pédophilie. Voilà, s'il n'y a pas d'autre mot, ça s'appelle de la pédophilie. Malgré les 15 ou 16 ans de la fille, on peut parler de majorité sexuelle. Je suis désolée, quand on a 15 ans, on couche pas avec un mec de 45 ans. Qui plus est, a un ascendant intellectuel et psychologique sur soi. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Il y a des scènes, j'ai été obligée de poser le bouquin, de souffler un peu, parce que je vous dis, on sombre de plus en plus dans le glauque, dans le noir, dans le sombre. Et voilà, c'est lourd, c'est très très lourd, mais c'est une excellente lecture, vraiment, je vous recommande. C'en est tout pour mes lectures, vous voyez, je vous ai présenté 6 livres, il y avait un peu de tout, de l'historique, du thriller, du roman noir, du documentaire. Vous pouvez y aller, vraiment je vous les conseille. Alors ils ont tous des petites choses, voilà, à chaque fois j'ai toujours quelque chose à dire, c'est pas parfait, j'ai pas de coup de cœur, mais ce sont de très très bonnes lectures et je vous les conseille. La prochaine vidéo ce sera sûrement un book haul parce que j'ai pas mal de choses qui sont arrivées et pas mal de choses du coup à vous présenter et à vous conseiller. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, à me mettre un petit commentaire également, j'aime beaucoup échanger avec vous. Vous savez que vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis la plus active parce que je poste des stories, oui, quasiment tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis vous pouvez aussi suivre le lien pour ma palle. Et si vous voulez faire une lecture commune, ce sera aussi avec grand plaisir. J'arrête de blablater, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle journée, je fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!